Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à notre journal d'information de la Pareco TV. La Pareco TV, la chaîne de la résistance patriotique congolaise. Merci d'être très nombreux à nous suivre ce soir. Et ce soir, pour ce journal, dont voici sans plus tarder les grands titres. Décès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba à Bruxelles, un coup de tonnerre dans le ciel du microcosme politique congolais. Néanmoins, dans Semi, le leader de Bundu Diamayala donne finalement raison à Honoring Banta Zambokwa Tumba et confirme la médiocrité de la classe politique congolaise. Après avoir soutenu le dialogue pour offrir à Hippolyte Kanambe son glissement, néanmoins dans Semi, ce réveil demande aux Congolais de chasser, je cite, le Rwandais Hippolyte Kanambe. Que cache la recrudescence des violences que Kabila organise et entretient à l'est de la RDC, au Bas-Congo et dans le Kasaï. L'ONG Transparency International épingle à nouveau la République démocratique du Congo pour son taux de corruption le plus élevé. Politique étrangère, les premiers décrets signés par Donald Trump provoquent une vive polémique aux États-Unis et dans le monde. Les détails de tous ces sujets dans quelques instants. Bonsoir. Décès d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles, un coup de tonnerre dans le ciel du microcosme politique congolais. La nouvelle est tombée comme un véritable coup de tonnerre au sein de la communauté congolaise. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP, son sigle, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, est décédé ce 1er février 2017 à Bruxelles, où il venait justement de se rendre pour check-up médical. Alors que les images de son voyage dans un avion ou dans l'avion pour Bruxelles le montraient en bonne forme, la nouvelle brusque de sa mort, suite à une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans, a surpris les Congolais. Le défunt laisse ses nombreux partisans ainsi que sa famille biologique dans une profonde tristesse. Aussitôt la nouvelle annoncée, les Congolais de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora ont commencé à prendre les dispositions nécessaires pour organiser veillées et autres actions à son hommage. Malheureusement, là encore, en RDC, le gouvernement d'occupation, dans sa psychose de voir des attroupements des Congolais, a dispersé violemment et à coups de gaz lacrymogène les personnes venues se recueillir au siège de l'UDPS à Kinshasa. Du jamais vu, mercredi, dans la soirée, les échauffourées ont éclaté entre les policiers et les militants de l'UDPS. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les militants partis pleurer leur leader au siège du parti. Le jeudi, dans la matinée, la tension était encore perceptible entre les deux groupes autour de la résidence du président de l'UDPS et du siège du parti. La RDC étant un pays sous occupation ou un pays occupé, cela ne doit même plus étonner. Les Congolais n'ont même plus le droit de se recueillir. Quelques jours après le décès, M. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, a rendu visite à Mama Marthe, la veuve de M. Tshisekedi, pour lui présenter ses condoléances. De nombreux autres messages de condoléances ont été enregistrés. Le secrétaire général de la Pareco, M. Clovis Mbikaï Kampanda, a publié un communiqué exprimant la compassion de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo à la famille politique et biologique de M. Étienne Tshisekedi. Aux États-Unis aussi, l'administration du nouveau président élu a présenté ses condoléances aux Congolais. En Belgique, l'État belge mieux organisé a mis une grande salle à disposition des Congolais durant 3 journées successives au cours du week-end. La dépouille du leader de l'UDPS y a été exposée ce dimanche 5 février, provoquant une immense émotion pour tous les Congolais qui ont pu accéder à la salle.
Alors pour revenir donc au communiqué de la PARECO, au message de la PARECO, message de condoléances de la PARECO à l'occasion du décès de M. Etienne Tshisekedi Amulumba, président de l'UDPS, je vous lis le communiqué signé Clovis Sombikaï, secrétaire général de la PARECO. Le président national de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, et tous les cadres et les membres de la PARECO présentent leurs sincères condoléances à la famille biologique et politique de M. Etienne Tshisekedi Amulumba, président de l'UDPS. La PARECO exprime sa sincère compassion et mesure la profondeur de la douleur que ressentent en cet instant les deux familles biologiques et politiques qui se trouvent aujourd'hui orphelines de père, grand-père, mari et leader. Puisse sa mort contribuer à éveiller la prise de conscience de tous les enfants du Congo au-delà de leurs diversités et divergences, afin de poursuivre sans relâche le combat de la souveraineté en luttant jusqu'au sacrifice suprême pour la libération de notre pays, la République démocratique du Congo, des forces d'occupation. Que le Tout-Puissant, qui est le seul maître des temps et des circonstances, puisse armer toutes les familles endeuillées de la force nécessaire pour surmonter cette épreuve et que la terre de nos ancêtres soit douce et légère à l'illustre disparu. Toujours à l'actualité, Némon Dansemi donne finalement raison à Honoré Ngbanda Zamboko Atumba et confirme la médiocrité de la classe politique congolaise. Après avoir soutenu le dialogue pour offrir à Hippolyte Kanambe son glissement, Némon Dansemi se réveille et demande aux Congolais de chasser, je cite,
le Rwandais Hippolyte Kanambe. La médiocrité de la classe politique congolaise que dénonce souvent le leader de l'appareil comme Honoré Banda n'est pas une vue de l'esprit. Le comportement, donc volage du leader spirituel autoproclamé du BDK vient de nous donner une nouvelle illustration. Il y a quelques mois seulement, Némon Dansemi se vantait d'avoir conduit le peuple congolais au dialogue avec Joseph Kabila pour une transition pacifique. Autrement dit, le glissement. Mais voilà qu'après la sortie du gouvernement Badibanga, issu de ce dialogue, Némon Dansemi a constaté que Kabila ne lui a pas donné un ministère important au sein du gouvernement, comme il lui avait promis, l'ayant plutôt préféré à son délégué, à qui il a confié un poste de vice-ministre. Déçu, Némon Dansemi demande alors à son délégué de refuser ce poste et de démissionner. Mais ce dernier s'y maintient et démissionne plutôt du parti. Du coup, le leader spirituel retrouve les esprits des ancêtres qui lui révèlent que ce dialogue était un piège. Quels sont donc ces esprits qui sont incapables de prévenir le danger et vous laissent d'abord tomber dans le piège pour venir vous prévenir donc seulement après? Et voilà que le leader spirituel recouvre mystérieusement sa mémoire et se souvient du coup que Kabila s'appelle plutôt Kanambe et qu'il n'est pas congolais mais plutôt rwandais. Est-ce donc normal que le leader de Bundu Dia Congo, Bundu Dia Malaila, Némon Dansemi, découvre seulement en janvier 2017 la véritable nationalité rwandaise de Hippolyte Kanambe? Depuis quand savait-il que Kabila s'appelle en réalité Kanambe? Qui le lui a appris? Cette attitude de Némon Dansemi est presque anecdotique de notre classe politique et de notre élite nationale. Notre classe politique est volontairement aveugle. Elle refuse exprès de voir la réalité en face et d'assumer son rôle historique. Quel est le fond du problème en réalité? C'est que les membres de notre classe politique sont tout à fait conscients que le combat que mène l'Apareco et son leader pour la libération de la RDC est le seul vrai. Mais ils ont choisi de sacrifier le pays pour leurs intérêts personnels. Si Kanambe avait donné un poste de vice-premier ministre à Némon Dansemi, il aurait dit au Bas-Congo que les esprits le lui ont dit de soutenir Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. N'oublions pas qu'il y a 2 ans, Némon Dansemi avait lancé cet appel de soutien à Kabila au peuple Congo. Les esprits se sont-ils trompés? Némon Dansemi et les autres leaders congolais connaissent bien la vérité. Ils savent tous que Kanambe est rwandais. Ils sont tous conscients que le pays est occupé par les Rwandais et les Ougandais, soutenus par leurs alliés et des mercenaires. Mais ces leaders congolais préfèrent exprimer une indignation sélective par intermittence, selon que leurs intérêts sont préservés ou pas. Beaucoup parmi eux ont fait un choix délibéré de travailler avec l'imposteur et les occupants rwandais. Puisque tout le monde connaît maintenant la vérité et que Némon Dansemi appelle clairement le peuple congolais à chasser l'imposteur national qui occupe la tête de nos institutions, l'Apareco l'invite à rejoindre le seul camp capable de matérialiser ce rêve, c'est bel et bien la résistance patriotique congolaise. Je veux voir la solidarité des Bangala, des Baluba, des Baswahili, qui le répètent partout, le Rwanda aux Rwandais et le Congo aux Congolais. Quel est le mot d'ordre que je donne au peuple congolais? Écoutez mon mot d'ordre. Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Est-ce qu'au Rwanda, on peut accepter qu'un Congolais devienne le président? Par conséquent, premier mot d'ordre, Hippolyte Kanambe, dehors! Je ne veux plus voir Hippolyte Kanambe dans ce pays. Chassez Hippolyte Kanambe. C'est ça le mot d'ordre que je donne au peuple congolais. Chassez tous les Rwandais, les Roubérois, les Rugwiza, tous les Rwandais dehors. Voilà le mot d'ordre que j'ai donné au peuple congolais. Hippolyte Kanambe est Rwandais dehors. Tous les Rwandais, les Roubérois,
les autres dehors. Que cache la recrudescence des violences que Kabila organise et entretient à l'est de la RDC, au Bas-Congo et dans le Kasaï? Pendant que d'un côté, Némon Semi semble retrouver la mémoire et dénonce publiquement l'occupation et l'imposture d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, de l'autre côté, l'imposteur et dictateur rwandais passe à l'exécution de son plan pour semer le chaos en RDC. On signale à CTV une forte recrudescence des violences dans la région est de la RDC, dans le Kasaï et dans le Congo central. À l'est, c'est le gouverneur Julien Paluku qui a lancé l'alerte contre le retour des fameux M23. Au Kasaï, on précise qu'il s'agit des affrontements contre les supposés rebelles de Kamwina Nsapu qui n'en finissent plus. Tandis qu'au Congo central, la police affronte les adeptes de Bundoudia Congo devenus Bundoudia Mayala. Mais dans tous ces foyers de tension ou les foyers de conflit à l'est, au Kasaï comme au Congo central, ce qui étonne et inquiète, c'est que les images des cadavres de ces tueries montrent que toutes les victimes abattues par les forces de sécurité à la solde de Kabila sont surtout de simples civils ou de simples citoyens civils, dont les adolescents aux moyens absolument rudimentaires. La réalité est que toutes ces violences sont clairement orchestrées par le régime en place pour décimer tous ceux des Congolais qui commencent à résister contre les forces d'occupation, comme l'avait déjà prévenu le leader de l'APARECO, M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Le véritable objectif de Kabila, l'analyse montre clairement que ces violences qui se sont déclenchées particulièrement à l'est de la RDC ces dernières semaines dévoilent les objectifs cachés poursuivis par Kanambe et les siens qui les ont planifiés. Des signes qui ne trompent pas. Le criminel Roger Lumbala, membre du M23, qui a bénéficié de l'amnistie, vient de rentrer tranquillement en RDC. Dans sa conférence de presse, la semaine ou la dernière semaine du mois de janvier 2017, il a fustigé le gouverneur Julien Paluku qui alertait contre le retour des agresseurs du M23. Il s'en est vertement pris au gouverneur en clamant, sans froid aux yeux, que le M23 n'existe plus. Il a même ajouté ceci, je cite, « Monsieur Julien Paluku doit se rappeler que le chef de l'État avait dit qu'il voulait le jeter dans le lac. Je pense que le président de la République doit réellement le jeter dans le lac. » Fin de citation. Mais cette tragicomédie grotesque et pitoyable du collabo criminel Roger Lumbala a été vite contredite par une lettre donc de M. Ignace Gata Mavita, ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies, lettre adressée à l'ambassadeur de Suède, Olof Skog, qui assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette lettre, Ignace Gata Mavita détaille une série d'incursions du fameux M23 qui a commencé en novembre et qui s'est bien sûr accélérée au mois de décembre 2016. Mais cette lettre du représentant de Kabila avait un objectif caché, justifier le retard dans le nouveau calendrier électoral en RDC. En effet, l'ambassadeur de la RDC à l'ONU ajoute, il va sans dire, que cette situation risque de détourner l'attention du gouvernement qui devrait consacrer les moyens financiers disponibles pour faire face à cette guerre. Fin de citation. Roger Lumbala se révèle donc une fois de plus comme un membre actif du régime d'occupation, allié actif de Kigali et du Kanambe. Sa mission est de distraire les Congolais en traitant M. Paluku de menteur. La lettre de M. Gata déblaye la voie de la stratégie de Kabila à travers ses violences commanditées. Cette lettre affirme non seulement que la pression budgétaire mettrait en péril l'accord politique signé entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre dernier, mais qu'il prévient aussi que cette situation trouble à l'est de la RDC perturberait le processus électoral lui-même. Ainsi, comme l'avait prévenu l'APARECO et son président, Kabila cherche avant tout à gagner du temps par tous les moyens en repoussant le plus possible la date de l'éventuelle
organisation des élections. De toute évidence, il a trouvé en la classe politique actuelle de bons alliés qui ne pensent qu'à se disputer des postes pendant que les occupants renforcent le pouvoir et progressent dans leur projet machiavélique contre le peuple congolais et la nation congolaise. C'est pourquoi le peuple congolais doit vite mettre un terme à tout ce complot dont il est la première victime. Et pour cela, il n'y a qu'une seule voie, celle du soulèvement populaire, que chaque Congolais soit donc prêt à faire sa part. Et tel que annoncé dans le sommaire de ce journal, l'ONG Transparency International épingle à nouveau la République démocratique du Congo, notre pays, pour son taux de corruption élevé. Depuis quelques années, le régime d'occupation en RDC bat le record des hit-parades des crimes, viols, pauvreté, violation de droits de l'homme et j'en passe dans le monde. Dans le dernier rapport sur la perception de la corruption dans le monde et dans le classement des pays en fonction de leurs efforts de la lutte contre la corruption, rapport publié mercredi 25 janvier dernier par l'ONG Transparency International, la République démocratique du Congo est classée seulement à la 156e place sur 177e pays. Elle regresse même d'un point, ce qui prouve à quel point la corruption gagne du terrain en République démocratique du Congo dans tous les domaines. Et malheureusement, il y a fort à parier que cet état de choses n'est pas prêt à s'améliorer. En juin 2015, Joseph Kabila a déposé en RDC sa première plainte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette plainte a été remise mardi 23 juin au parquet de la République par le conseiller spécial du président de la RDC pour la bonne gouvernance Luzolo Bambi Lessa. Cette action, qui était visiblement une simple mise en scène pour un simple effet d'annonce, n'a jamais connu de suite. On aurait tort d'oublier que Kabila, qui a fait mine de porter plainte contre certains Congolais ce jour-là, incarne d'abord l'occupation de la RDC. Et pour maintenir les Congolais sous occupation, Kabila dispose essentiellement des deux armes. La menace ou la peur d'un côté et la corruption de l'autre. Son règne à la tête de la République démocratique du Congo est jalonné de nombreuses révélations. Des rapports d'ONG ou de l'ONU mettent à nu le pillage des ressources de la RDC, les contrats léonins, l'enrichissement illicite de nombreuses personnalités congolaises et étrangères ou de différentes sociétés étrangères ou congolaises. Mais les révélations de toutes ces magouilles financières dans lesquelles Kabila et sa famille biologique sont souvent directement impliqués n'ont jamais été suivies d'enquête ni de sanctions. Le climat et la pratique de la corruption sont donc propices à tous les vautours qui ont la mission de pillage et de prédation en RDC. Les premiers corrupteurs étant situés au sommet même de l'État, l'impunité ne peut que régner. Pour preuve, citons quelques affaires qui ont éclaté dernièrement. L'affaire de Panama Papers, dans laquelle sont cités Jeannette Kabila, Moïse Katumbi et Dan Gertler. Le dossier publié récemment par l'agence Bloomberg sur l'enrichissement illicite du clan Kabila. Toutes ces révélations faites par la presse occidentale n'ont été que des astuces visant à conditionner l'opinion ou pour faire plier un Kanambé récalcitrant qui ne veut pas céder au bras de fer qu'il a engagé avec la communauté internationale pour se maintenir au pouvoir. Les faits parlent d'eux, même aujourd'hui, la tempête semble déjà être passée entre la même communauté internationale et l'imposteur rwandais qui préside la RDC. 3 ambassadeurs des pays occidentaux viennent même de lui présenter leur lettre de créance. C'est tout un symbole. Et la date de la tenue des élections qui devrait permettre l'alternance n'est toujours pas connue. Pendant que des milliards de dollars américains sont dilapidés, les Congolais, eux, croupissent dans la misère, attendant des mirages qu'on leur promet à travers la démocratie. Il est temps de rompre avec ce cycle funeste. Il est temps de rejoindre la résistance pour libérer la RDC par le soulèvement populaire
de toutes les couches sociales de notre pays, la République démocratique du Congo. Toujours dans ce journal, la volée politique étrangère, les premiers décrets signés par Donald Trump provoquent une vive polémique aux États-Unis et dans le monde. Dans un espace de moins de 15 jours, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, a déjà signé 17 décrets présidentiels. Les thèmes et les contenus de ces décrets donnent une réelle indication de la politique qui devrait caractériser son administration. S'étendant de l'immigration à l'énergie en passant par la diplomatie, ces mesures révèlent que Donald Trump, candidat, est et sera le même que Donald Trump, président. L'homme tient à honorer ses promesses de campagne pour lesquelles il a été élu. Faisons donc un petit tour d'horizon pour examiner quelques décrets déjà signés par le président Donald Trump. Le 20 janvier dernier, dans la foulée de son investiture, Trump a signé son premier décret. Il supprime la réforme emblématique de son prédécesseur, Obamacare, ou la loi d'assurance santé qui bénéficiait aux foyers les plus modestes. Le 23 janvier, la lutte contre l'avortement et le protectionnisme est lancée. Le nouveau président signe son deuxième décret qui suspend les fonds fédéraux destinés aux ONG américaines qui soutiennent donc l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Cette décision a provoqué des manifestations de centaines de milliers de femmes à travers les États-Unis d'Amérique. Le même jour, Donald Trump signe un décret mettant fin à la participation des États-Unis au traité de libre-échange transpacifique ou le TPP. Le 24 janvier, Donald Trump met fin aux considérations environnementales. Il ne croit pas au réchauffement climatique et à ses désastres. Alors, il signe un décret permettant de relancer 2 projets d'oléoduc. À noter qu'à cause de leurs effets sur l'environnement, Barack Obama, son prédécesseur, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, avait bloqué ces 2 projets. Mais Donald Trump a même indiqué que ces projets devraient utiliser un maximum de matériaux américains made in USA pour créer des milliers d'emplois et des gains de compétitivité. C'est ça, America First ou l'Amérique d'abord. Le 25 janvier, le décret pour planifier la construction des murs de séparation entre les États-Unis et le Mexique est signé. Comme promis, lors de sa campagne, le président Donald Trump a répété que le Mexique devrait payer pour la construction. Ce geste a donc provoqué une crise diplomatique entre les 2 voisins et conduit à l'annulation de la visite du président mexicain aux États-Unis. Le 27 janvier, Donald Trump prend une décision spectaculaire pour protéger, selon lui, les États-Unis des terroristes étrangers. Le président signe alors son décret de réduire le nombre de réfugiés accueillis et surtout d'interdire l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Somalie, le Yémen et la Libye. Décision qui a été ou qui a effet direct qualifié de Muslim ban ou l'interdiction sur les musulmans. Ce décret a provoqué des réactions non pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde entier. 98% des Américains ont un ancêtre immigré. Sur le plan diplomatique, l'ONU, l'OMI et l'OACR, la France, l'Allemagne, le Canada ont tous exprimé leur inquiétude et ont demandé aux États-Unis de continuer à sa tradition d'accueillir les réfugiés. Dans la même ligne, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ou des droits civiques américaines ont attaqué en justice ce décret sur l'immigration. Certains pays concernés par le décret sur l'interdiction de leurs citoyens d'entrer aux États-Unis, tels que l'Iran, ont usé du droit de réciprocité. L'Irak réfléchit de son côté pour emboîter le pas à l'Iran, ce qui pourrait provoquer un coup d'arrêt dans la collaboration entre les armées de ces pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. Dans l'entretemps, le secteur de la bourse et de l'aviation
sont perturbés à cause de toutes ces polémiques. Alors que Wall Street volait de record en record, depuis l'élection de Trump, la bourse américaine s'oriente désormais à la baisse après les polémiques autour des décrets du président Trump. Il en est de même pour le CAC 40 et le secteur de l'aviation, où les compagnies d'aviation américaines connaissent une baisse de 6% de ventes et Delta de 4%. La même tendance est observée chez Air France et groupe ICG de British Airways. D'autres décrets ont aussi été signés par Donald Trump et concernent l'évaluation de l'état de préparation de l'armée et des capacités nucléaires et de défense, ainsi que celui de demandant à l'armée de présenter dans un délai de 30 jours une stratégie pour vaincre Daesh. Et dernier rebondissement, un juge vient de suspendre l'application du décret empêchant les ressortissants de ce pays, à majorité musulmane, de se rendre aux USA. Des milliers de personnes qui n'avaient pas pu voyager les jours précédents ont quelques jours pour, bien sûr, voyager en attendant que la justice américaine statue une fois pour toutes sur la légalité de toutes ces mesures. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de nous séparer, en revoici les points essentiels. Décès d'Étienne Tshisekedi Omulumba à Bruxelles, un coup de tonnerre dans le ciel du microcosme politique congolais. Némoan Semi, le leader de Bundu Mayala, donne finalement raison à M. Honoré Ngbanda et confirme la médiocrité de la classe politique congolaise. À ce sujet, après avoir soutenu le dialogue pour offrir à Hippolyte Kanambe son glissement, Némoan Semi se réveille et demande au peuple congolais de chasser, je cite, le Rwandais Hippolyte Kanambe. Que cache la recrudescence des violences que Kabila organise et entretient à l'est de la RDC, au Bas-Congo et dans le Kasaï? L'ONG Transparency International épingle à nouveau la République démocratique du Congo, notre pays, pour son taux de corruption élevé. Depuis quelques années, le régime d'occupation en RDC bat le record des hit-parades des crimes, viol, pauvreté, violation des droits de l'homme. Politique étrangère, dans ce journal, les premiers décrets signés par Donald Trump provoquent une vive polémique aux États-Unis et dans le monde. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous souhaite paix, bonheur et longévité chez vous. Et je vous retrouverai dans nos éditions prochaines de ce journal d'information de la Pareco TV. Bonsoir chez vous.